L'objectif à l'époque, quand ils sont partis à nos trousses, c'était de nous mettre en prison pour 3 ans. Et ça, on le savait parce que dans la foulée de mon départ, on avait eu des informations comme quoi on devait nous condamner à 3 ans de prison. Et je l'avais dit avant même le procès, puisque le procès s'est tenu le 15 mars. Et le jour du procès, Isidore a été condamné à 3 ans de prison et Ferdinand également, avec mandat de dépôt et mandat d'arrêt international. Donc, on devait nous déplacer, on devait nous mettre dans la prison d'Agombio, donc à Casaboua, puisque cette prison est toujours fonctionnelle. C'est là où ils gardent actuellement les djihadistes. Donc, c'était prévu qu'on allait nous déplacer de Lomé dans cette prison-là, donc totalement coupé de nos parents, et certainement qu'on serait sorti 6 pieds sous terre. Dieu merci, on a été nous avons été plus smart. Dès que moi je suis sorti, on a organisé la sortie de Isidore avec certains de nos partenaires, notamment le CCRP, qui est une organisation qui nous a longtemps accompagnés. C'est l'une des organisations qui nous a pour la première fois fait former à la filature. Je pense que je vous avais dit ça. On a eu une semaine de formation de filature par des anciens des forces spéciales de l'armée britannique reconvertis en consultants. Donc on a fait une semaine de formation en filature. Il y avait Isidore et moi à Abidjan. Et puis après, on a fait des tests pratiques dans la ville d'Abidjan, comment il faut filer les gens, comment il faut échapper aussi à la filature. Et j'avoue que ça nous a beaucoup aidé quand on était dans ce moment assez difficile. La voix ne sort pas sur YouTube. Il n'y a pas de son sur YouTube. Je pense qu'il y en a. Ouais. Et donc, moi-même je vérifie. Ok. Et donc, l'OCCRP, qui est un de nos partenaires, vous tapez sur Internet OCCRP, vous allez voir, c'est l'un de nos partenaires qui nous a énormément accompagnés. Et ils nous ont aidés dans ces moments assez difficiles pour pouvoir échapper à nos détracteurs. Et donc, on a pu échapper à ce guet-apens-là. Et aujourd'hui, 3 ans après, quand je vois le chemin que nous avons parcouru, et c'est ça qui est important dans ce que je suis en train de dire, donc je remercie tous ces gens-là, François, d'autres personnes qui se sont impliquées dans cette histoire. Et quand 3 ans après, je vois le chemin qu'on a parcouru, je me dis que, et ça c'est notre particularité au niveau de l'alternative, on a appris à être résilient. Nous, on ne limite pas nos défis, on défie nos limites. C'est ça nos objectifs à l'alternative. On ne limite pas nos défis, on défie nos limites. Nous nous sommes mis en tête ce qui est impossible, nous on va le faire. Et c'est ce qu'on fait toujours. Il n'y a pas d'obstacle sur notre chemin. Tout obstacle pour nous est une opportunité pour rebondir. Tout obstacle qu'on glisse sur notre passage est une opportunité pour rebondir. C'est pour ça que on n'est jamais on ne se plaint jamais, on n'est jamais dans des petites histoires, on est focus et à chaque fois on essaye d'aller encore plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Et j'avoue que j'ai une équipe très formidable, des collaborateurs très formidables. On constitue pratiquement une famille, on se tient les coudes et on travaille ensemble pour atteindre nos objectifs. Et donc je salue au passage Isidore, qui a fait aussi un travail formidable. Et depuis 3 ans, on a remonté notre journal, on a relancé notre site internet, qui est aujourd'hui le site le plus lu, aujourd'hui au Togo pratiquement. Chaque semaine, il y a plein d'articles qui sont publiés sur ce site internet. On fait des lives chaque dimanche. Notre audience a décuplé dans le pays. Notre voix est de plus en plus entendue dans le pays, plus que quand on était encore au pays. Et je peux assurer que c'est une grâce pour nous, parce que ceux qui ont voulu nous faire taire ne se sont pas imaginés qu'en quittant le Togo,
on aurait pu continuer aujourd'hui à faire ce travail que nous faisons déjà et à être aujourd'hui plus écoutés qu'hier. Et c'est ça la force, hein, le courage que nous avons de continuer quand nous recevons les félicitations de tous les Togolais qui nous appellent de partout. Et moi, je suis la voix de tous mes collaborateurs parce que c'est une équipe qui travaille. Ce serait trop prétentieux de ma part ou réducteur de ma part de parler en mon nom seul. C'est l'équipe, c'est toute une équipe qui travaille, des gens qui font confiance à celui qui est devant, qui est moi, et ensemble, on converge nos efforts pour atteindre nos objectifs. Généralement, nous les Africains, on n'apprend pas à travailler en équipe. Dès que vous commencez pas à travailler en équipe, il y a des problèmes qui surgissent, il y a des conflits. Mais nous essayons, tant bien que mal, de conjurer tous ces démons, des petits conflits, de la division, et d'avancer dans le sens du travail et des objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, je voulais remercier tous ces gens-là, et je tiens à remercier la fondation Larry Lanton, qui m'a attribué un prix cette semaine, mais je ne parlerai pas trop du prix, mais je parlerai beaucoup plus de la personne appelée Larry Lanton Kango. Larry Lanton, pour les jeunes qui ne le connaissent pas, c'est un compatriote, un Togolais. Il était déjà à la conférence nationale, un Togolais très engagé. Il était parmi les participants à la conférence nationale, mais c'est quelqu'un de très discret, M. Larry Lanton. Il est très discret. Après la conférence nationale, il est retourné à l'international. Il a fait ses expériences au PNUD. Il a beaucoup travaillé au PNUD. C'est un homme de dossier, un grand bosseur. Et malheureusement, en 2022, il nous a quittés à la suite d'un problème de santé. Il nous a quittés. Mais c'était vraiment une tête pour le Togo. Une tête pour le Togo. Moi, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à Lomé, à Dakar et puis aux États-Unis en 2019. Et donc, si on peut voir la photo de M. Larry Lanton, Kango Lanton, je ne sais pas si j'ai envoyé ça à la technique. Si je ne l'ai pas envoyé, je vous l'envoie. Je l'envoie. Pour que vous sachiez qui c'est. Vous sachiez qui c'est, M. Larry. Monsieur Larry Lanton. J'envoie sa photo à la technique. Vous m'excusez. C'est un très grand bosseur, hein, un compatriote, très discret, grand bosseur, un homme de dossier. Et donc, il y a certains compatriotes qui ont pris l'initiative de perpétuer son œuvre, hein, de perpétuer sa mémoire. Donc, ils ont créé une fondation et chaque année, ils vont donner un prix à tout Togolais, hein, qui se distingue par son engagement pour la cause de notre pays. Et ce prix porte le nom de M. Larry Lanton Kango. Et c'est ce prix-là que la fondation a jugé de m'attribuer cette semaine avec une enveloppe de $5,000. Et donc, je tiens à remercier ces compatriotes, les responsables de cette fondation, qui ont eu, je ne sais pas, qui ont pensé à ma modeste personne. Et je prendrai la moitié des $5,000 pour aider les gens que j'aide déjà, les démunis, parce que j'aide beaucoup de gens au pays. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais j'aide beaucoup les gens au pays. Donc, je vais donner la moitié à ceux qui sont dans des soucis au pays, qui ont des petits problèmes de santé, des petits problèmes de santé. Généralement, il y a des gens qui demandent des petits soutiens. Donc, sur les $5,000, je donnerai $2,500 à ces gens-là, que j'aide souvent. Il y a ceux que je connais que j'aide déjà. Il y a d'autres qui viennent aussi, qui parfois
demandent des petits soutiens pour des petits problèmes à régler, des factures, des ordonnances, tout ça. Et donc, je vais donner la moitié à des œuvres caritatives. Et puis, voilà ce que je vais faire avec ces 5 000 $. Donc, voilà, merci à tous ces gens-là qui se sont mobilisés pour nous aider jusqu'à ce niveau donné. Il y a des gens qui n'ont pas de son sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a un souci avec le YouTube. Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, qu'il n'y a pas de son sur YouTube. Moi-même, je vais vérifier puisque je regarde avec vous. Je vérifie, voir s'il y a le son. Est-ce qu'il y a le son? Moi-même, j'ai pas le son. Moi-même, j'ai pas le son. Il y a certains qui n'ont pas le son, il y a d'autres qui en ont. Oui, il faut déconnecter, vous reconnecter. Oui, 5 000 $, ça fait 2 700 000, 2 800 000. Donc, je donnerai la moitié à des œuvres caritatives. Ça c'est promis, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui, de temps à autre, me font des cadeaux, des soutiens que je repartage, que je redistribue aux gens à Lomé. Et voilà, jusqu'à Dapan. Voilà. Et jusqu'à Dapan, ça c'est mon côté un peu caritatif. J'ai pas besoin de montrer d'image et quoi que ce soit. Et donc voilà. Il y a un adage qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand tu donnes, tu reçois toujours. Mais quand tu donnes pas, tu reçois pas. Quand tu donnes, tu ne reçois pas. Et donc, il faut toujours donner, il faut partager. On ne fait rien avec l'argent. Demain, tu vas tomber, tu vas mourir et puis c'est fini. Donc, tant qu'on peut aider ceux qui sont en difficulté, il faut le faire. Et on n'a pas besoin d'être millionnaire, milliardaire pour aider les gens. J'ai l'habitude de dire, celui qui a 1000 francs et ne te donne pas 100 francs, quand il aura 10 000, il ne pourra pas te donner 1000 francs. Celui qui a 1000 francs et qui ne te donne pas 100 francs, quand il y aura 10 000, il ne pourra pas te donner 1000 francs. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui amassent qui donnent. Quand on en a un peu et qu'on a le cœur, on peut partager avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est le plus important dans la vie. Et ça nous accompagne aussi. Parce que ce qu'on donne, on reçoit de la bénédiction en retour. Et tout ça, ça sert aussi à nous permettre d'avoir un karma qui nous protège. Vous voyez. Et donc, c'est important de toujours donner. Voilà. Ah oui, donc, merci à la technique. Allez, donc, merci à la Fondation Larry, Lanton et Kango. Merci. Alors, il semble qu'à Lomé, il y a du délestage. Il y a tellement de délestage ces jours-ci. Il y a des coupures intempestives d'électricité dans les quartiers. Et il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de justification, personne ne dit absolument rien. Et pourtant, nous avons un ministère des Mines et de l'Énergie, monsieur Écolo, je pense. Et donc, c'est quand même inacceptable que dans un pays comme le Togo, depuis bientôt 3 semaines, les populations sont soumises à des coupures intempestives de courant. 3 heures, 4 heures, 5 heures, en ces moments de chaleur. Nous sommes dans la période intermédiaire avant la saison des pluies. Et qu'il n'y ait pas un seul ministre qui sort pour dire, voilà, on a des difficultés, peut-être qu'on n'a pas payé nos factures avec le Nigeria ou le Ghana, et que l'État a des problèmes, ou bien la société a des problèmes, et tout le monde se tait. C'est-à-dire la culture même de rendre compte, le respect même qu'on doit aux clients, à ceux qui achètent l'électricité, à la société, il n'y en a pas. Personne ne dit rien. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. Et chaque jour, les Togolais doivent faire avec le délestage, les coupures d'électricité. C'est quand même incroyable. Et pourtant, il y a un ministre des Mines et de l'Énergie.
Son devoir, c'est de venir à la télévision ou à la radio ou sur les médias pour expliquer pourquoi, en ce moment-ci, il y a des coupures d'électricité. Et quand est-ce que le problème sera réglé? Parce que l'électricité rentre dans tout ce qui est économie informelle. Ceux qui ont des petits ateliers, les coiffeurs, les coiffeuses, les soudeurs, ceux qui vendent les produits carnés, tout ça. Et tant qu'il y aura le délestage, mais il va y avoir des soucis. Et pourtant, le Togo a mis beaucoup de milliards dans les projets énergétiques. Et ces milliards ont disparu. Vous avez des centrales qui ne fonctionnent pas. En plein temps, vous avez des milliards qu'on a investis dans les histoires de panneaux solaires. On ne sait pas ce que ça donne. Donc, on a endetté le pays à coups de milliards pour régler le problème de la disponibilité de l'énergie électrique. Et à la fin, on n'a pas l'énergie. Les gens ont des problèmes avec les cash power. On ne sait même plus sur la base de quels critères on facture aujourd'hui les cash power. Les gens ne sont informés de rien. Il n'y a pas d'information qui circule. Et le gouvernement togolais a l'air d'être tout sauf un gouvernement, parce que vous avez les ministres qui sont au gouvernement qui se bagarrent, et il y a certains qui n'aiment pas la tête des autres, il y a certains qu'on chasse de leur bureau, et c'est un groupe hétéroclite, chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin, et donc il n'y a même pas de compte rendu. Quant à Faure Gnassingbé, lui, c'est sa survie et sa santé qui le préoccupe, voilà, et lui, chaque fois il est parti. Et donc le pays est à volo et les populations subissent le plus grand coup. Donc voilà, sur la question du délestage, quelqu'un m'a interpellé pour que je puisse en parler. Voilà ce que moi je dis sur la question du délestage. Dans les lacs, au niveau du village de Goumou-Kopé, il y a un phénomène qui se passe là et que je voudrais attirer l'attention des autorités qui sont là-bas, parce que ce phénomène commence par mettre en danger les populations riveraines. Il y a quelques individus, je ne sais pas qui sont derrière cette histoire-là, ils ont créé une carrière d'extraction de sable à Goumou-Kopé, 200 mètres après Goumou-Kopé. Ils ont créé une grande carrière d'extraction de sable, alors que l'extraction de sable marin ou à la côte a été interdite. Donc, il y a un réseau qui exploite le sable là-bas et qui fait beaucoup de... et qui finit par créer des petits lacs qui menacent les habitations des maisons qui sont aux alentours, à Goumou-Kopé. Donc, il y a des maisons qui s'effondrent et les riverains ont des soucis avec ceux qui sont en train d'extraire le sable là-bas. Et là aussi, les riverains ne savent pas à qui s'adresser, ni à la mairie, ni à la préfecture, ni à la gendarmerie. Et les gens qui habitent cette zone-là aujourd'hui sont menacés dans leurs habitations par cette carrière qui exploite le sable. Je ne sais pas qui est derrière ça. Il y a des gens qui disent dans le commentaire que c'est SAD. SAD, c'était une société, je pense, béninoise, et qui faisait l'extraction du sable au niveau de la lagune. Donc, aujourd'hui, les populations qui sont là-bas sont menacées dans leurs habitations par cette carrière sauvage qu'on a créée et qui sort du sable tous les jours. Donc c'est une mine qui a été créée, on ne sait pas à qui appartient cette mine-là. Je reviendrai là-dessus, mais je voulais en parler déjà. Il y a le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, je ne sais pas comment il s'appelle, Umoru, je ne sais pas quoi là. Lui, je ne sais pas quel est le cahier de charge qu'on a remis à nos ministres, et ils sont là à faire de la comédie au lieu de travailler. Et ce ministre de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, il demande au directeur d'école d'aller nettoyer les écoles, c'est-à-dire d'aller faire les établissements propres. Les directeurs d'école et les enseignants, d'aller nettoyer les écoles avec les élèves et de lui envoyer les photos, que chaque école doit remonter les photos. Mais il ne revient pas au directeur d'école d'aller entretenir les écoles, monsieur le ministre. Il ne revient pas au directeur d'école
Hier, le samedi 5 mars, tous les directeurs, on a donné des consignes à tous les directeurs d'aller nettoyer les écoles. Mais il ne revient pas aux directeurs d'école d'aller entretenir les écoles. Vous avez vu ça où? Il ne revient pas aux directeurs d'école, aux proviseurs, je ne sais pas quoi, aux directeurs des CG d'aller nettoyer les écoles. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui se passe au Togo. Déjà que ce ministère-là, ça commence par être géré n'importe comment. Et vous nommez des gens. Il y a un monsieur que vous avez nommé qui est recherché en Suisse, là, je vais donner son nom après, qui est recherché en Suisse, un délinquant que vous avez nommé conseiller au ministère. Mais c'est incroyable ce qui se passe chez nous. Alors, on va faire un tour au Bénin, on revient au Togo. Alors, il se passe quoi au Bénin? Il se fait que le Bénin, nos voisins de l'Est, sont à la recherche des putschistes du 7 décembre 2025, donc le fameux Tigri. Et le Bénin a lancé un appel, je ne sais pas comment, à dénonciation, voilà, avis de recherche, 20 millions. Donc, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et donc, nos voisins béninois, nos voisins de l'Est sont sur les traces du fameux Tigri et ses amis. Tigri qui était entre-temps signalé au Togo, il semble qu'il est monté, il est allé beaucoup plus haut dans les pays du Sahel, mais tout porte à croire qu'il est encore de retour au Togo. Qu'il est encore de retour au Togo avec certains de ces éléments. Et on ne comprend pas pourquoi les Togolais couvrent cet individu. Si le gouvernement togolais a livré Damiba au gouvernement burkinabé suite à tout ce que le Burkina a envoyé comme plainte, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais ne livre pas ces putschistes-là, ceux qui ont tenté, parce qu'eux, ils ont tenté de faire le putsch et ils ont raté. Et notre pays ne peut pas être maintenant le refuge de tous les voyous de la région, des gens qui essaient de déstabiliser les institutions dans leur pays. Quand on les recherche, ils se réfugient au Togo et le Togo leur donne un parapluie pour... non, c'est pas sérieux. Donc, s'ils sont vraiment au Togo, comme on le dit, il faut que les Togo aient le courage de les retourner au Bénin. Pour ne serait-ce que la politique de bon voisinage. Oui, c'est 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Actuellement, Lomé, là, c'est chaud. Si vous les trouvez, vous pouvez les signaler au gouvernement béninois. Eux, ils ont les méthodes pour venir les prendre. C'est 20 millions, c'est pas rien. En ce moment de galère à Lomé, je ne sais pas si c'est 20 millions par personne. Là, ils sont combien? Ils sont 9. Ils sont 9. Si c'est 20 millions par personne, ça fait une petite fortune, vous voyez. Et donc, au lieu d'aller jouer à la Lonato, vous pouvez miser sur Tigri et ses amis. Il semble qu'ils sont à Lomé. Regardez un peu dans les quartiers là, environnant Lomé de là pour voir si ces gens-là ne sont pas cachés quelque part. Mais ce n'est pas sérieux de la part des autorités togolaises d'héberger des voyous comme ça, qui ont tenté de renverser des institutions dans leur pays et que vous vous hébergez, que vous protégez. Je ne sais pas si vous avez encore de mauvaises intentions envers votre voisin de l'Est, mais franchement, il faut éviter ces conneries. Le Bénin va vivre des élections bientôt et nos voisins de l'Est, vous devez savoir que cette période-là est sensible pour vous. Peut-être que ceux qui ont voulu remettre ce processus-là en cause n'ont pas abandonné. Donc c'est le moment d'être sur vos gardes, de renforcer la sécurité, de veiller sur ceux qui rentrent chez vous, qui sortent. Parce que c'est ça le problème, qui rentre chez vous et qui sort, et qui se déguise pour rentrer chez vous et qui sort. Vous avez entamé un développement, c'est bon, mais il faut la sécurité pour protéger aussi votre bond vers l'avant. C'est ça le plus important. Donc, Tigri et ses amis, on est à leur recherche. Si quelqu'un les trouve, la personne n'a qu'à me dire, nous-mêmes on va les livrer, on va prendre l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour combattre Fort Gnassingbé. Donc voilà. 20 millions fois 9 personnes, ça fait quand même une petite
une petite fortune, quoi, vous voyez. C'est important. Donc, on revient au Togo. On revient au Togo pour parler de terrorisme. Pour parler de terrorisme, depuis hier, je pense, il y a des informations qui circulent comme quoi il y a des cellules de djihadistes qui ont été démantelées dans la région centrale. Il y aurait quelques individus qu'on aurait arrêtés et des caches, des gens qui étaient planqués dans certaines forêts dans la région centrale qu'on aurait appréhendés. Et que ces gens-là étaient liés à la mouvance des terreaux. C'est vrai que le gouvernement togolais ne communique pas, mais il y a certains chefs traditionnels à Sokode qui ont convoqué des réunions à leur domicile, qui ont convoqué certains cadres à leur domicile pour des réunions et qui les ont informés que voilà, les autorités ont fait parvenir des informations comme quoi il y a des intrus dans la région centrale et il faut rester vigilant et signaler des gens que vous ne connaissez pas mais qui apparaissent miraculeusement dans votre milieu ou qui viennent dans des lieux de prière. Et il y a plein d'audios qui circulent. Les audios sont en thème. Des gens qui sont partis à la réunion, qui sont allés à cette réunion-là, convoqués par les chefs supérieurs à Sokode et qui ont fait des audios par rapport à ce qu'on leur a dit à cette réunion-là. Donc, il faut rester vigilant en ces moments-ci. Malheureusement, les autorités ne communiquent pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut rester très vigilant en ces moments-ci. Et nous, on va fouiller un peu pour savoir ce qui se passe. Parce que quand on dit qu'on a démantelé des réseaux dans la région centrale, ça veut dire que ça avance. Alors qu'avant, le problème c'était dans la région des Savanes. Alors s'il y a des gens qui arrivent à s'infiltrer dans la région centrale, ça veut dire qu'il y a déjà un gros souci au niveau de notre pays. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez trouver ces audios-là qui circulent, les gens qui sont allés à cette réunion-là sur la toile, dans les groupes WhatsApp. Moi, on m'en a envoyé et puis j'ai demandé la traduction et j'ai compris ce qui se passe. Donc voilà ces informations que je voulais partager avec vous. Et ces gens-là, visiblement, auraient été arrêtés dans la région centrale. Donc voilà. Il y a le ministre russe, voilà, le ministre russe de la Défense qui visiblement doit être à Lomé aujourd'hui pour un séjour. Après, le ministre des Affaires étrangères biélorusse. Vous savez que le ministre des Affaires étrangères biélorusse est passé à Lomé. Il a fait 3 jours. Et des gens comme ça qui arrivent au Togo et qui font pratiquement 3 jours, vous posez des questions, qu'est-ce que le Togo fait avec la Biélorussie? C'est vrai que on savait déjà qu'il y avait des mercenaires biélorusses dans la région des Savanes qui pilotaient les hélicoptères au moment où il y a eu, au début des attaques terreau. Le Togo a eu recours à ces Biélorusses-là qui étaient là. Ils étaient dans une villa à Nassablé, que j'avais même googlé à l'époque, j'avais des photos, tout ça, de la villa, le lieu. Je connaissais qui a loué la villa, combien ils étaient payés. Et après, on les a éloignés un peu dans le Pendjal pour qu'ils ne soient pas trop visibles vis-à-vis des populations. C'est des gens qui pilotaient les hélicos, les MiG. Il y a eu 2 MiG qui ont craché, je pense. Et finalement, ces Biélorusses, visiblement, sont repartis. Ils ont été remplacés par des Turcs. Il y a des Turcs dans la région de Pendjal là-bas, beaucoup de Turcs d'ailleurs. Et donc le ministre des Affaires étrangères biélorusse était au Togo, a fait 3 jours. Après, ils ont signé une convention avec Robert Doucet, soi-disant que les passeports de service et quoi, il n'y aura pas de visa. Tout ça, c'est le masque. C'est tellement que c'est pour des volets sécuritaires. Il y a d'autres choses qu'ils sont en train de faire. Et donc, ils ont fait venir ces gens-là parce que la Biélorussie, c'est des États un peu bizarres. Et là, maintenant, c'est le ministre russe, donc Biélorussie et Russie, c'est pratiquement les cousins qui arrivent suite à la visite de Faure Gnassingbé en Russie. Et bon, Faure, lui, dans sa tête, il faut toujours s'appuyer sur
je ne sais pas, une puissance pour garder le plus longtemps son pouvoir. Mais bon, quand on voit comment le monde est en train de basculer actuellement, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, on voit bien l'efficacité de cette coopération russe. D'abord, avant que le ministre de Russe n'arrive là, il y a eu 10 jours, il y a eu de cela 10 jours, une 80aine de Russes qui étaient à Lomé. Il y a certains qui étaient à l'hôtel de février et d'autres qui étaient à l'hôtel Sarakawa. Et les réservations pour ces Russes qui étaient là, je ne sais pas qui ils sont, ils étaient de passage ou bien ils sont dans notre pays actuellement, je ne sais pas, mais ils étaient au moins 80. Il y avait un groupe qui était à l'hôtel de février, un autre groupe qui était à l'hôtel Sarakawa. Et les réservations ont été faites par un ministre togolais. Donc c'est un ministre togolais qui a réservé les chambres de ces 80 Russes qui étaient passés il y a 10 jours dans notre pays. Et je ne sais pas si ils étaient de passage ou bien ils sont là et ils sont dans le pays. Donc le ministre lui-même arrive et je pense que ce sont des signaux que le gouvernement togolais essaie d'envoyer de part et d'autre pour essayer de trouver des bouées de sauvetage, parce que c'est un pouvoir qui est en difficulté aujourd'hui. Fort, lui, il est prêt à s'accrocher à n'importe quel partenaire pour sauver son pouvoir et il pense que la Russie va le faire. Bon, ceux qui font confiance à Poutine, on voit ce qui se passe. On l'avait dit, les gens vont insulter. Voilà ce qui se passe en Iran. Et on voit bien comment ça se passe là. Ça fait une semaine, plus d'une semaine que ça dure déjà. On n'a pas vu les Russes au secours des Iraniens. Là, c'est entre les Américains, les Israéliens, les Iraniens. C'est la Champions League dans la guerre, puisque la guerre, comment appelle-t-on, Russe et Ukraine, elle est passée en 2e division. On n'en parle pas trop. Celle du Pakistan, de l'Afghanistan est en 3e division. Donc pour le moment, c'est les Russes, c'est les Afghans, les Américains, les Israéliens qui se tapent dessus, avec toutes les conséquences pour la région. Parce que le dimanche passé, je parlais déjà du détroit d'Ormuz. Et toute cette semaine, tous les analystes ont parlé du détroit d'Ormuz. Tout le monde sait que le détroit d'Ormuz, c'est 20% du trafic du pétrole, mais c'est beaucoup aussi pour le trafic des marchandises. Et donc, du coup, actuellement, tous les pays qui dépendent de l'importation vont avoir des difficultés. Avec le temps, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter, ce n'est pas seulement pour les produits pétroliers, mais pour les produits alimentaires aussi, parce que nous importons dans nos pays beaucoup de choses de l'extérieur. Et les voies de navigation sont actuellement perturbées par la guerre. Et donc, si nous n'avons pas suffisamment prévu l'amortissement de ce choc-là, nos économies étant déjà fragiles, on va avoir de gros soucis. On sait que le Togo est déjà endetté à plus de 4 000 milliards, donc plus de 70% du seuil fixé par l'UEMOA. Et si cette guerre dure encore 2 ou 3 semaines, les économies vont s'étouffer. Et même la Chine, qui est en fait celle qui est visée derrière tout ce qui se passe là, elle commence par avoir des soucis. Et c'est l'atelier où la plus grande l'usine du monde, la Chine aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il y a des analyses qui anticipent tout ça? Pour le moment, tout le monde, on est dans les tribunes, chacun insulte celui qui n'aime pas. Il y a ceux qui insultent Donald Trump, ceux qui l'aimaient hier l'insultent aujourd'hui. Et nous qui ne l'avons jamais aimé, nous on le regarde faire. Donc voilà ce qui se passe. Et bon, voilà, ça va durer un peu encore plus longtemps. Enfin. On va écouter Alain Mambankou. Une vidéo de Alain Mambankou. Ce qui détruit vraiment un pays, ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est le silence des intellectuels. Et ce silence, mes chers amis, a souvent 3 raisons. Je vais vous les énumérer. Suivez jusqu'à la fin. La 3e raison est très très intéressante. Dans beaucoup de pays, on entend souvent cette question: où sont les intellectuels? Où sont ceux qui analysent? Où sont ceux qui devraient aider une société à comprendre ce qui se passe? Parce qu'au fond, un intellectuel, ce n'est pas seulement quelqu'un qui lit des livres. C'est quelqu'un qui aide une société à penser, à repenser, à réfléchir. Mais dans les moments les plus décisifs de notre histoire congolaise, par exemple, beaucoup d'intellectuels disparaissent du débat public. Pourquoi?
Eh bien, première raison, la peur. Dans certains pays, parler peut coûter très, très cher. Parler peut signifier, par exemple, perdre son travail, perdre un privilège, ou devenir une cible du gouvernement. Alors certaines voix choisissent le silence. C'est humain, mais l'histoire nous montre aussi une chose. Quand la peur devient la règle, le silence devient une habitude. Et c'est cette habitude qu'il faut critiquer. Une société où les intellectuels se taisent devient peu à peu une situation délicate, une société qui réfléchit de moins en moins et qui accepte le statu quo. La deuxième raison du silence des intellectuels, c'est le confort. C'est la raison la plus discrète. Certains intellectuels préfèrent rester dans les bibliothèques, dans les colloques, dans les salons du livre. Ils parlent volontiers de la littérature, ils parlent de la philosophie, ils parlent de l'histoire gréco-latine, mais ils évitent soigneusement le présent, par exemple le présent congolais, parce que parler du présent va les obliger parfois à prendre une position, et prendre une position peut déranger. Alors on se réfugie dans l'analyse abstraite. Mais un intellectuel qui refuse de regarder son époque risque de devenir simplement un archiviste du passé. La troisième raison est la plus délicate, c'est la proximité avec le pouvoir. Quand un intellectuel fréquente trop souvent le pouvoir, quand il dépend des institutions, quand il partage ses cercles, la critique devient de plus en plus difficile. Parce que critiquer le pouvoir, c'est parfois critiquer son propre confort qu'on a constitué. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, mes chers amis, l'intellectuel va devenir plus prudent que lucide. Or, l'histoire rappelle aussi une chose simple. Un intellectuel n'est pas un courtisan. Sa fonction n'est pas de flatter le pouvoir. Sa fonction est d'éclairer la société. Alors, dans l'histoire, les peuples n'ont jamais été sauvés par le silence, c'est vrai. Ils ont été sauvés par quelques voix qui ont refusé de se taire. Et vous, que doit faire un intellectuel quand son pays traverse une épreuve? Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai personnellement. Partagez la vidéo et... Alors, merci Alain Bambakou, un message à l'endroit des intellectuels, en tout cas ceux qui le sont encore. Et voilà. Je vais lire quelques petits messages que des Togolais m'ont envoyés. Vous savez, il y a des gens qui traversent des moments un peu difficiles. Je vais le lire rapidement, soit dans leur boulot, soit dans l'exercice de leur fonction. Alors, bonjour monsieur, je suis un agent de sécurité dans une société de la place du nom de Easy Concept Security, représenté par monsieur un certain monsieur Bachanko. Nous allons eux ils travaillent sous les antennes YAS, c'est les gens qui captent les antennes. Nous travaillons sous les antennes YAS. Au départ, c'était une dame du nom de Bamazi qui gérait la sécurité sous les antennes YAS à l'époque de Togocel, du 1er juillet 2010 au 10 mai 2023. Depuis 10 mai 2023 à nos jours, nous vivons un calvaire dans cette société de M. Fintakpa Lamega Bandjanko. Le non-respect du CIMIG, nous sommes payés à 43 000 le mois, donc agent de sécurité payé à 43 000 francs le mois. Ça ressemble à celui-là qui disait, à Téticopé qu'il était payé à 35 000, agent de sécurité. Mais difficilement nous percevons le salaire. Actuellement, je vous écris, en ce 1er mars 2026, nous n'avons pas encore reçu nos salaires de janvier et de février. Il y en a d'autres qui n'ont pas reçu pour décembre. Ils nous prélèvent pour la CNSS qu'ils ne cotisent même pas, puisque nous ne sommes pas déclarés à la caisse. Nous travaillons 12 heures de temps par jour, sans congé. Il y a certains de nos collègues qui sont même admis à la retraite le 31 décembre 2025 à l'âge de 55 ans avec 2 mois de congé non payés et aussi sans accompagnement pour la retraite. Actuellement où je vous parle, leur dossier est en cours à l'inspection du travail où il fait savoir que pour ces congés, il va payer, mais c'est après 1 an. Pour plus de détails, après le départ de Mme Bamazi, le marché était sectionné en région maritime, plateau, savane. Monsieur Fintakpa Lamega Badjanko gérait la centrale et la Cara. Mais à cause de sa mauvaise gestion, la région centrale lui a été retirée.
Dans les 4 régions, les agents sont bien traités et payés au SMIC, sauf la CARA. Aidez-nous. Bon, il y a tout ça. Monsieur Ferdinand, dans votre prochain live, je vous prie de faire cas des enseignants volontaires qui ne sont pas pris en charge par le concours qui est actuellement en cours. Il y a un concours pour le recrutement des enseignants et les enseignants volontaires qui travaillent déjà dans les établissements ne sont pas retenus par, je ne sais pas, qui est le ministre de la fonction publique maintenant. Je pense que c'est Madame Sandra Johnson qui signe les documents et plus le ministre que je viens de citer, Oumarou, bien Oumarou, voilà. Et il y a une situation similaire à Simtogo, un problème entre certains ouvriers de Simtogo et une société de sous-traitance. Nous, collectif des travailleurs de l'ensachage, donc les gens qui mettent le ciment dans les sachets, souhaitons porter à votre attention la situation que nous vivons actuellement. Donc je passe en même temps leur doléance sur la toile. Il y a un article qui va sortir sur eux demain ou ce soir sur notre site internet parce qu'ils font grève ce soir au boulot. Depuis plusieurs années, Simtogo se cache derrière un système de sous-traitance pour éviter ses responsabilités envers les travailleurs de l'usine. Ce système nous maintient dans une précarité salariale permanente. Le 1er janvier 2026, un nouveau prestataire RMO, vous vous rappelez que j'ai dénoncé plusieurs fois ce système de RMO qui est au Togo aujourd'hui depuis plus d'une dizaine d'années, voire 15 ans, et qui fait, qui précarise les contrats et le travail des Togolais. RMO a démarré ses activités avec les travailleurs de l'ensachage. En accord avec Simtogo, il a instauré un système de travail à la tâche, fixant le prix à 118 francs par tonne. Quand tu es ouvrier et que tu fais les sachets, tu travailles sur les sachets, c'est 118 francs par tonne qu'on te paye. Notre rémunération dépend uniquement du tonnage effectué, alors que l'activité se déroule 24 heures sur 24 en 4 équipes de 23 personnes chacune. Face à cette injustice, nous avons adressé un courrier collectif de revendication à RMO le 27 janvier 2026 en lui donnant un délai de 8 jours pour réagir. N'ayant reçu aucune réponse, nous avons lancé une grève le 4 février 2026 par arrêt de l'activité à l'ensachage. Ce jour-là, le directeur général de Simtogo est venu vers nous, reconnaissant être au courant de nos revendications et affirmant qu'il était en discussion avec notre employeur pour trouver une solution. Le 23 février 2026, nous avons finalement reçu une réponse de RMO. Celle-ci reste insatisfaisante. Ils n'ont pas fait que hausser le taux de tonnage à 129 francs et nous proposent de signer un contrat à durée déterminée à terme imprécis, toujours avec ce système de travail. Vous allez voir, je passe en même temps les contrats, vous allez voir, nous refusons cette proposition. En conséquence, nous annonçons une nouvelle grève par arrêt de l'activité. Cette grève débutera le 8 mars, donc aujourd'hui, à partir de 14 h. À partir du poste de 14 h. Donc actuellement, il doit être en grève et nous voulons que notre voix soit portée au public dès son déclenchement. Voilà, les promesses, machin. Je leur demande qui est le responsable de RMO. Ils disent que c'est une certaine dame qui s'appelle Prisca Stéphanie Boua. Boua, c'est B-O-U-A, directrice d'agence de RMO, Job, Saint-Togo, filiale du groupe RMO basé en Côte d'Ivoire. Voilà des difficultés que traversent un certain nombre de compatriotes qui travaillent à Simtogo, qui font de l'ensachage. Il y a un autre compatriote qui parle aussi de la sécurité routière. Il a envoyé un message, il dit « Lettre interpellation citoyenne relative à une situation récurrente de circulation dangereuse au centre administratif des services. Lettre ouverte aux autorités compétentes de la République togolaise. Interpellation, monsieur. Il m'est donné d'observer depuis plusieurs mois une situation préoccupante et récurrente aux abords du complexe moderne dénommé Centre administratif des services, situé dans la zone GTA, à quelques mètres de la présidence de la République du Togo. Chaque jour ouvrable, aux environs de 7h à 7h30, correspondant à une période de forte affluence routière, des dizaines de véhicules quittent le dit complexe en empruntant un sens interdit, afin de déboucher directement sur le rond-point adjacent. Cette manœuvre entraîne l'occupation d'une portion significative de la voie, normalement réservée aux usagers circulant dans le sens réglementaire. Les conséquences observables sont les suivantes.
obstruction partielle de la chaussée, formation d'embouteillages importants, ralentissement excessif du trafic en heure de pointe, risque accru de collision au niveau du rond-point, mise en danger des usagers de la route. Il est de notoriété que le centre administratif des services, sauf erreur de ma part, regroupe notamment le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sans préjuger des responsabilités individuelles, il apparaît que les véhicules concernés sont pour une large part liés aux activités de ce complexe administratif. Ces situations soulèvent plusieurs interrogations légitimes. Comment une pratique manifestement contraire au code de la route peut-être perdurer quotidiennement dans un périmètre aussi stratégique de la capitale? Quelles mesures de régulation et de contrôle sont actuellement mises en œuvre? Des dispositions d'aménagement de signalisation complémentaires sont-ils envisagées? La présente démarche n'a pas vocation de stigmatiser, mais appeler à une action corrective rapide. Le respect des règles de circulation constitue un fondement essentiel de l'ordre public et de la sécurité routière, d'autant plus que lorsqu'il s'agit d'exemplarité au sein d'institutions publiques. Voilà, bon, c'est un compatriote qui envoie ce courrier par rapport, il semble qu'il y a souvent de l'embouteillage au niveau de GTA là-bas lié au fait que des véhicules sortent du centre administratif dans le sens contraire et qui crée un embouteillage terrible. Alors, il y a eu le 5 mars dernier des assemblées générales du SYNFOT. Le SYNFOT, c'est le syndicat des praticiens hospitaliers. Une assemblée générale dans plusieurs unités de santé pour faire une restitution des réunions qu'ils ont eu à faire à Lomé. Et cette assemblée générale a été infiltrée par les agents de sécurité. Donc, il y a eu plusieurs agents qui se sont invités aux assemblées générales comment vous appelez ça, des démembrements du SYNFOT, que ce soit à Lomé, à Vaughan, à Notien, jusqu'au nord. Et on ne comprend pas aujourd'hui que le pouvoir au Togo puisse faire dépêcher des forces de l'ordre pour assister à l'Assemblée générale ou aux Assemblées générales des démembrements d'un syndicat. Donc le Togo devient de plus en plus un État policier où la moindre petite raison, la moindre petite réunion, même une réunion d'un syndicat ou de quoi est totalement surveillée de bout en bout par la soldatesque. Et vous allez voir les photos que nous avons publiées sur notre page internet, notre page, un article. Vous allez voir les militaires qui étaient dans la foule, qui étaient assis et en train d'écouter ce qu'on racontait dans la réunion. Mais les praticiens hospitaliers ne sont pas des terroristes, ce n'est pas des terreaux. Le droit syndical est reconnu au Togo. Donc, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, quand 2 ou 3 personnes se réunissent quelque part, il y a des soldats qui arrivent, des militaires, des agents de renseignement qui s'infiltrent dans les réunions, alors que c'est une réunion de syndicats, des démembrements syndicaux, dans l'enceinte d'un hôpital. C'est quand même incroyable. Donc, il était temps de dénoncer ça aussi. Je vais vous faire passer quelques messages. Le live d'aujourd'hui ne sera pas long. On vous réserve un live spécial le dimanche prochain, très explosif. On est en train de compiler un certain nombre de documents sur une affaire donnée et le prochain live, j'espère que tous les documents seront déjà réunis. On fera d'abord un article, un avant-papier sur notre site internet et puis je ferai un live spécial le dimanche prochain sur un phénomène et vous allez voir les preuves que je vais exposer. Vous allez voir comment le Togo est géré et vous allez voir ce qui se passe dans notre pays. Dimanche prochain, ça va être un live vraiment, en tout cas. Donc aujourd'hui, le live ne sera pas trop long. Et on va parler des terrains de football. Je vais vous passer quelques vidéos, vous allez beaucoup rire. Notre ministre des Sports, là, le jeune là, il est très agité. Il ne fait pas que du footing, il fait aussi les grimpés. Apparemment, il ne sait pas quoi faire dans son ministère. Ça, c'est votre ministre des Sports. Visiblement, il ne sait pas quoi faire dans son ministère. Il se promène, il prend des photos, il manipule le football comme Yadema était sur une photo. Vous voyez, Yadema était sur une photo, même Fort aussi, était sur une photo où il a mis le pied sur le football là. Il fait pareil. Les samedis, il va courir. Ça, c'est son programme, ça. C'est son projet, ça. Il n'a rien à faire dans son ministère. Maintenant, il fait les grimper.
porte à croire qu'ils n'ont rien à faire dans les ministères. Parce que lui, c'est d'aller rassembler les gens à Kara, à Tapamé et faire le footing. Le footing, comme je l'ai dit, nous faisions tout petit, on courait. Lui, il pense que c'est lui qui découvre ça. Maintenant, il fait grimper. C'est pas quelqu'un qui est dans le bureau, qui réfléchit. Est-ce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de salle de sport, on n'a pas d'infrastructure? Est-ce que je peux aller voir la coopération chinoise? Est-ce que je peux aller voir la coopération japonaise? Est-ce que je peux porter un projet pour qu'on vous construise une salle de sport, un hall de sport? C'est pas son problème. Lui, c'est de courir les samedis, d'aller faire du grimper, aller jouer au volley. Bon, ce que tout le monde fait, et c'est ce que lui fait en tant que ministre. Et donc, il y a un projet en cours de réalisation, soi-disant doter certaines villes secondaires de stades. Et quand vous voyez les images, vous allez vous demander, est-ce que Faure Gnassingbé, est-ce qu'il a de l'ambition vraiment pour le Togo? Est-ce qu'il a vraiment envie de sortir le Togo de la nuit et le projeter dans l'avenir? Je vais vous montrer quelques images. Il y a des infrastructures qui sont en train de mettre en place. Il semble que c'est Meï Gnassingbé qui pilote ce projet-là. Qu'ils sont en train de faire des tribunes et des terrains à l'intérieur du pays, à Nié, Vaughan, dans des villes secondaires. Technique, montrez-moi les images. On va commenter après. Voilà vos nouveaux stades. Ils appellent ça les stades. Togo, le terrain, il y a le toit. Mais il n'est pas loin. Et loin, là, il y a gardé poids. Mais c'est pas possible, quoi. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est, ils appellent ça stade. Hein. Tribune. Stade de Vaughan. Ils disent stade d'Anier. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre comme tribune. Mais pas encore les voir. Ça, c'est un pays. C'est pas possible, quoi. Vous voyez en bas, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Qu'ils sont en train de faire des tribunes à Vaughan, à Nié, et je ne sais pas, dans certaines localités. Et c'est un gouvernement qui fait ça. Ce n'est pas une honte, ça, ce que vous voyez là. Même dans des lycées, dans certains pays là, au lycée même là, on n'a pas des tribunes comme ça. Ça, c'est terrain de Vaughan, ça. Ils appellent ça stade de Vaughan. Mais pourquoi les toits? Oui, ceux qui sont sur Twitter, vous ne voyez pas. Ceux qui sont sur YouTube et Facebook, regardez un peu. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Que ça, c'est des tribunes, ça. Vous imaginez la charge des gens qui vont être dans cette tribune-là en train de suivre un match. Les gens dansent et tout ça s'effondre. La FIFA va vous sanctionner même à vie. Et c'est ça qu'ils sont en train de montrer, qu'ils sont en train de construire des stades. Mais pas encore là. Ils ont mis quelques piliers et ils ont mis des fers, ils ont mis des boulons et ils... Non. Et Faure Gnassingbé, franchement, ce petit pays-là, quoi, mais maintenant, du Togo, hein, vous ne pouvez pas mettre des moyens pour construire un pays. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Et ça, ils appellent ça des tribunes. Hein? Au Togo, il y a une seule personne. Gabriel Amiri. Il a construit un stade. Lui seul. Il a construit un stade avec des tribunes modernes. Stade homologué par la CAF et la FIFA. Et vous levez un gouvernement, un État, et vous allez mettre des choses comme ça, que vous appelez tribunes, dans des villes secondaires. Vous n'avez pas honte. Et moi qui milite pour moi, vous n'avez pas honte. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et il semble que c'est Meï qui pilote ça, Meï Gnassingbé, que faudra donner l'argent. C'est Meï Gnassingbé qui est en fait le ministre des Sports aujourd'hui. Comme lui aussi n'a rien appris à faire de sa vie, il a l'héritage de son père, pas de diplôme, rien du tout. Il a des sociétés, il prend des marchés dans les grandes sociétés d'État, sociétés, forages et tout ça. Lui aussi, c'est un héritier de la République. Donc, son frère lui a donné l'argent pour piloter des projets comme ça et mettre des petits, aménager des terrains et mettre des tribunes. Et voilà le type de tribunes qu'ils sont en train de mettre. Mais il est pas encore là.
Ils pas encore les voir. Et ils font ça aussi à Agnier. Et Agnier, ils appellent ça le grand stade de Agnier. Et lui, il y a le stade derrière. C'est des choses comme ça qu'ils sont en train de faire. Bah, vous voyez ça là. Vous n'avez pas honte. Gabriel Amei, lui seul, il a construit un stade. J'ai cherché la photo du stade de Wami. Je n'ai pas trouvé. C'est pas si la technique à ça. Le stade de Wami, c'est une seule personne qui a pris l'argent de sa poche pour construire un stade avec des tribunes modernes, des vestiaires climatisés, et un stade homologué par la CAF et la FIFA. Et vous, un État, vous êtes en train de mettre des choses comme ça sur pilotis. Et les gens qui sont là-bas, c'est des comment on appelle ça? Terrain, et moi, lac Memile-Tuléa, c'est des batraciens. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est des batraciens. Donc vous êtes obligé de mettre des pilotis. C'est des batraciens. Et donc, ça là, ça a quelle solidité? Là, moi, le fou, le pobol, moi, le type, le noir, moi. Et c'est ça que Fort offre à la jeunesse togolaise, les amis. Et les gens sont en train d'applaudir des choses comme ça. Quand on est en train de construire des stades au Togo. C'est-à-dire, tu ne sais même pas l'ambition de nos dirigeants. Tu sais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Même dans des lycées au Ghana, dans des complexes scolaires au Ghana, ils n'ont pas ça comme tribune. Au Bénin, ils ont construit plein de stades. Ils n'ont pas ça comme tribune. Nous, quel est mieux? C'est quoi le problème? Si vous ne pouvez pas faire l'essai, c'est quoi le problème? Que vous n'aimez jamais les bonnes choses. Bon, mais ma tête, tu là, tu terrain. Ah, tu tribunal. Mais chinois encore tu et nous école et nous lycée technique ou les tokuya oh tu tribune ça c'est oui ça c'est des trucs vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça. Ça c'est le terrain de Wamesa. Hein? Ça c'est à Wamesa. C'est une seule personne qui a fait des tribunes. Il a fait des tribunes. Il a fait plusieurs tribunes. Comme ça. Américain, Tata Avlessi aussi voulait faire pareil chez lui, à Macéda. Mais quand l'État togolais, qui a le budget de la République, se lève pour construire des terrains avec des tribunes, ils sont en train de faire des trucs comme ils font ça aussi à Kévé. Ah, ok. Ils font ça aussi à Kévé. Voilà. Que c'est Fort qui a remis ce marché à son petit frère Menyasingbe. Donc à tribune, nous Voga, Kévé, Agnier, visiblement à Sotubois aussi, c'est des choses comme ça qu'ils sont en train de faire. PB système. Copé, ça dit. Non, franchement. Ah. Et des fous. Et mais les Togolais, vous avez mal quoi. Les Ponko, sort Togo, ces gars-là, franchement. Ça, c'est ça. Et le ministre Fofana, là, qui fait les grimper, là, il n'a pas vu ça. Le ministre, là, le ministre des Sports, Fofana, là, qui se promène pour courir les dimanches, là, il fait les grimper, là, dans les quartiers. Il n'a pas vu que ça, là, c'est dangereux. Qu'on ne peut pas faire ça on peut pas faire ça comme tribune. Et que même pour le bien même de notre propre pays, pour l'image même de notre propre pays, l'État ne peut pas faire des choses comme ça. Un privé peut faire ça, on va critiquer. Un privé peut faire ce jonglage-là, à peu près, on va critiquer. Mais l'État ne peut pas débloquer de l'argent pour faire ce qu'on est en train de voir là, comme tribune. Et ils appellent ça stade. Le ministre là, il dit ça, comme il est au grimpé. Grimpé qui est mis en assaut 6e. Hein? Mis en assaut 6e. Professeur de sport, on a grimpé, alors mais tout le monde a mis les 6e. Le ministre va le grimper. Nous, le bureau, leur conception de projet, il n'est pas dans un bureau avec ses conseillers en train de concevoir des projets. On veut un hall de sport. On veut une piscine olympique dans tel quartier. On veut ci, on veut ça. Non. Il se promène les samedis, il fait jogging. Mais attends, si on doit nommer ceux qui font le jogging ministre, tous les Togolais doivent être ministres. Si on doit nommer ceux qui font le grimpé ministre, tous les Togolais doivent être ministres des sports.
Parce que tout le monde fait grimper, tout le monde fait jogging chaque samedi. Que campus, le frère pas mener que pour notre le campus, donc on devait nommer tous ces gens-là ministres. Lui, il ne sait pas pourquoi on l'a nommé ministre. Il ne sait pas pourquoi. Dès qu'il y a une occasion, il fait du matu vu, grimper, il court, il prend les photos, il fait les vidéos, il met le pied sur le ballon comme il y a des mecs qui jouent au football à l'époque, ou bien. Et ça, c'est le ministre. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire au gouvernement. Ne peut pas me le gouvernement, non. Il n'y a rien à faire. C'est pas grave. On va parler de la hack. Hack ou hack, je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors, il y a, comme je l'ai dit, le live de jeudi ne va pas durer. Alors, la hack a sorti un communiqué, ou la hack, c'est selon, pour dire qu'ils ont été saisis d'une plainte concernant M. Roger Amemavor, et que parce que M. Roger Amemavor ne détient pas la carte de presse et que son média n'est pas enregistré à la hack, donc la hack se dessaisit de la plainte et qu'elle ne peut pas instruire cette plainte-là. Et donc, voilà. Et on voit que ça suscite le débat sur la toile et tout ça. Tout en apportant mon soutien à ce confrère, parce que c'est un confrère, c'est un journaliste, Roger Amemavor, je voulais dire et être solidaire avec lui dans toute cette épreuve qu'il est en train de traverser. Lui, moi, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas son numéro, mais en tant que journaliste, je suis de cœur avec lui parce que il n'y a qu'au Togo que les journalistes ne savent pas protéger leur profession. Au Togo, les journalistes ne sont pas capables de se mettre ensemble pour protéger leur corporation. Les géomètres se protègent entre eux, les notaires se protègent même quand ils font du faux, les avocats se protègent quand ils font du faux, mais au Togo, les journalistes, ce sont les journalistes qui livrent leurs propres frères aux autorités. Et donc, dans cette histoire-là, on a lu beaucoup de conneries que des gens ont essayé d'écrire. Oui, il n'est pas journaliste, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Et pourtant, ce gars, il exerce depuis des années. Les gens sortent des histoires à la con, carte de presse. Depuis quand la carte de presse est un élément indispensable pour être journaliste? En France, il y a au moins 60% des journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Aux États-Unis, il n'y en a même pas. Il n'y a que dans des pays obscurs comme au Togo où on sort des conneries comme ça, dans des dictatures, où on sort des éléments comme ça, carte de presse, tout ça. La carte de presse, elle sert juste pour avoir accès à certaines institutions. Quand il faut aller chercher des documents, s'il faut faire des conférences de presse, tout ça. En France, il y a au moins 60% des journalistes. Même les meilleurs n'ont pas besoin de carte de presse pour exercer. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux États-Unis, on n'a même pas besoin de ça. Mais qu'il y a qu'au Togo où des journalistes essayent d'enlever à leurs propres frères le manteau de journaliste pour le livrer à ses bourreaux. Donc, je suis solidaire de ce confrère-là, mais je voudrais parler de la hack. Cette hack-là, depuis 14 ans, est devenue une institution dangereuse pour la presse. Alors que sa mission, c'est de protéger les journalistes. Et cette institution est devenue un bourreau pour tous les journalistes togolais. En tout cas, les journalistes critiques. Dès que vous critiquez le régime, on vous convoque tous les jours. Mais il y a des gens, ils peuvent se lever chaque matin, ils vont insulter les opposants, traiter les opposants de tous les noms. Il y a des gens qui sont sur la toile. Ils insultent tous les jours des gens. Personne ne les convoque. Personne ne leur demande rien. Il y a des gens qui sont sur Lion TV, cette télévision de fake news, qui insultent tous les jours les chefs d'État de la région. Soi-disant qu'ils sont des analystes, qu'ils sont des politologues. Chaque matin, ils insultent Ouattara, ils insultent Talon, ils insultent les gens. Ce n'est pas des analyses, c'est des insultes à visage découvert. Et pensez-vous un seul instant à supposer qu'un média au Bénin fait des émissions chaque dimanche où il y a des gens qui viennent insulter Faure Gnassingbé. Vous trouvez que c'est normal? À supposer qu'on a au Bénin un média qui est là, où des gens viennent chaque matin insulter Faure Gnassingbé. Ou bien en Côte d'Ivoire, il y a des médias où des gens viennent, ils insultent Faure Gnassingbé chaque jour. Vous trouvez que c'est normal? Mais New World TV le fait tous les jours. Chaque jour,
ils insultent les chefs d'État comme de n'importe quoi. Mais la hack ne les rappelle pas à l'ordre. La hack ne les interpelle pas. Mais plus grave, ils utilisent même des fake news pour faire des analyses. Ils diffusent des fake news pour faire des analyses. C'est sur New York TV qu'on a diffusé une fausse interview de Tigri. Ça n'a jamais existé, mais ils ont diffusé ça. Mais la hack ne les a jamais interpellés. Parce que la hack connaît le propriétaire de New York TV. Donc eux, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Parce que la hack les connaît. Il connaît le propriétaire de New York TV. Donc, M. Telou, je ne sais pas comment il s'appelle, il est assis confortablement là-bas, flanqué de son ami Pierre Sabi Kassere, et toute leur préoccupation, c'est de faire taire tous les journalistes qui critiquent le régime. Et parfois, ils vont même chercher de l'argent pour faire ça. Et je prends la responsabilité de le dire. Les gens qui sont à la hack, ils vont prendre l'argent chez des opérateurs économiques pour sanctionner des journalistes. Ils vont prendre de l'argent chez des ministres pour sanctionner les journalistes. Et pourtant, la fonction qu'ils exercent leur interdit ça. Ils vont prendre de l'argent chez des gens qui sont mis en cause par des journaux pour amener ces journaux à faire des droits de réponse ou tout ça. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens à la hack. Leur méthode, c'est le bitos. Ils appellent des ministres pour dire, monsieur le ministre, tu as vu l'article qu'on a écrit sur toi, il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Monsieur l'opérateur économique, vous avez vu l'article que tel journal a écrit sur vous, il faut envoyer une plainte, on va le convoquer. Et ils vont après prendre de l'argent chez ces gens-là.